Vous savez qu'un virus, ce qui est connu dans les données virologiques, c'est qu'un virus c'est fait pour muter. Donc durant toute la pandémie, vous allez avoir des tas de variantes du virus et de nombreux variants. Et puis, à un moment donné, certains événements épidémiologiques sont liés à l'émergence d'un virus donné. On a parlé du virus Delta, du virus indien, du virus sud-africain. Et vous voyez que à chaque virus a eu son apogée durant toute l'évolution de la pandémie. À mon avis, est-ce qu'il est plus contaminant, moins contaminant? En tout cas, en Algérie, il n'y a pas d'études pour démontrer le caractère. D'abord, qu'il y a du virus, la véritable fréquence de ce virus parmi l'ensemble de la population. Et deuxièmement, je ne sais pas si on a démontré qu'il y a un lien entre l'émergence de ce virus Delta et comparativement aux autres souches. Ce qui est certain, c'est que quand vous voulez comprendre ce qui se passe durant une pandémie, il faut aussi revenir un peu à l'histoire. Toutes les pandémies, généralement, évoluent par vagues, liées en particulier à l'émergence de souches mutantes. Donc on est dans le déroulement naturel d'une pandémie dont on n'arrive pas à expliquer l'évolution, en particulier l'hyperactivité du virus. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un environnement propice à l'hyperactivité de la Covid-19. Pourquoi? Personne ne le sait. Et ce qui est certain, c'est que quelle que soit l'évolution des choses, la sortie de crise passera par l'immunisation collective, soit naturelle, soit acquise à travers la vaccination. Et donc, on est dans l'évolution naturelle des pandémies, en fait. Et donc, à chaque fois, c'est peut-être lié au virus, peut-être à d'autres facteurs non maîtrisables. Mais ce qui est certain, même si on diagnostique des virus mutants, je ne vois pas ce que ça pourrait changer dans la prise en charge de la pandémie. Il n'y a pas de traitement spécifique du virus, qu'il soit Delta ou autre. Il y a un moment donné où il devient hyperactif, il provoque des vagues. Et c'est à ce moment-là que toute la stratégie doit être mise en place quand il y a des vagues. C'est les soins, c'est les mesures barrières, c'est éventuellement le confinement quand cela s'avère nécessaire. Mais ce qui est certain, même si on diagnostique s'il y a des mutants, je ne vois pas ce que ça pourrait changer à la prise en charge de la pandémie. Il n'y a pas de traitement spécifique ou de prise en charge spécifique en fonction du type de virus. Il y a une stratégie globale dirigée contre la Covid-19 et qui a pour but de raccourcir le plus possible la durée de la pandémie. Alors, la notion d'immunité collective. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'en parler? Alors, l'immunité collective, c'est tout simplement, à l'échelle individuelle, c'est un individu, une personne qui va développer des anticorps dirigés contre le virus, qui vont être mémorisés par l'organisme, et qui va, à chaque fois, qui lui permettront, qui est développé des anticorps dirigés contre le virus, et ces anticorps vont se comporter comme des soldats qui se tiendront toujours aux aguets. Et à chaque fois que le virus pénètre dans l'organisme, ils sont là pour le neutraliser. Et c'est comme ça qu'ils vont protéger l'organisme contre la survenue d'infections ultérieures au contact de ce même virus. Alors, ça veut dire que être immunisé, c'est être prêt à se défendre contre le virus sans contracter la maladie. C'est avoir un certain pourcentage d'individus de la population qui soient protégés contre le virus. Pour limiter, alors, on verra bien, on va avancer l'explication. Donc, on suppose que la maîtrise de la pandémie passe par une immunité collective avoisinant les 80%. OK. Alors, comment on va utiliser, quel est l'intérêt de cette immunité collective? Alors, ce qu'on a remarqué depuis le début de la pandémie, c'est que le taux de réinfection, c'est-à-dire de contracter l'infection après un premier épisode, est très faible. Il est en moyenne de 5% dans toutes les études réalisées à travers le monde, et dans certaines études, voire même inférieur à 1%. Alors, nous, dans la structure dans laquelle je travaille, on n'a jamais revu le même malade réhospitalisé quelques mois après.
Ça veut dire que quand on a fait au moins une forme symptomatique sévère, le meilleur critère, c'est d'être de protection, c'est de ne pas tomber malade. Alors, les gens entendent parler d'immunité non protectrice. Non, les critères, il faut parler d'abord des critères qui ont été utilisés pour dire que l'immunité développée contre le coronavirus ne protège pas. Tout cela a été basé sur le taux d'anticorps, la détection d'anticorps, la durée de détection d'anticorps au niveau de l'organisme. Et donc, plusieurs études ont montré que cet anticorps pouvait être présent 6 mois, d'autres 9 mois, d'autres 12 mois. Mais à mon avis, ça reste des critères biologiques, puisque ces anticorps peuvent disparaître, mais la mémoire immunitaire sera toujours là pour réagir contre le virus. Et donc, développer de nouveau des anticorps par le biais de réactions cellulaires que je n'expliquerai pas maintenant, enfin, dans cette interview. Et donc, à partir de là, ce qui est certain, c'est qu'à partir de là, on conclut que sur le court et le moyen terme, globalement, être infecté protège contre le risque de survenue ultérieure d'une nouvelle infection. Le vaccin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en quelque sorte provoquer, il va permettre une immunité acquise de manière pharmacologique. Ça veut dire qu'on prend une partie du virus par le biais d'un même mécanisme ou un autre en fonction des techniques. Il y a les technologies traditionnelles, ou bien il y a les nouvelles technologies, je dis par là les virus ARN, et on va provoquer une réaction immunitaire au niveau de l'organisme, de telle manière à protéger cet individu. Donc on va induire l'apparition d'une réaction immunitaire. Et donc il va développer des anticorps qui vont le protéger contre la Covid-19. Finalement, quelles sont les données de l'équation? Et c'est ça le plus important. Il y a le risque d'attraper soit attraper l'infection et avoir 2% de chance de développer une forme sévère, ou bien être vacciné et se protéger contre les formes graves de l'infection. Mais sans pour autant que la garantie de l'infection ne soit assurée dans 100% des cas, puisqu'une moyenne de 20% resteront exposés au risque d'une infection par la Covid-19. Et donc, se vacciner, donc, voilà un peu les deux éléments de l'équation, avec bien sûr, avec le vaccin, le risque de survenue d'effets secondaires. Donc finalement, dans toute cette affaire, il n'y a pas de vérité scientifique absolue. Il y a des tendances globales qui vont nous permettre de mettre en place une stratégie de sortie de crise basée sur l'immunité collective, celle induite de façon naturelle, et celle obtenue par la vaccination. Et c'est en combinant entre ces deux types d'immunité qu'on va atteindre l'immunité collective qui va éventuellement nous permettre de la sortie de crise. Alors, existe-t-il un bon ou un mauvais vaccin? Bon. Alors d'abord, à chacun de gérer ses réalités. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais vaccin. Il y a un certain nombre de vaccins qui sont disponibles en Algérie. Et pour le moment, pour se faire vacciner, c'est les seules armes pharmacologiques actuellement disponibles pour essayer pour prévenir l'infection. Ceci dit, il y a maintenant, quelle est la meilleure manière de vérifier l'efficacité d'un vaccin? Aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a une problématique. Beaucoup de gens disent qu'on n'a pas suffisamment de recul avec ces vaccins. Et tout le monde parle de l'histoire de l'autorisation de mise sur le marché, qui d'habitude obéit à des durées un peu plus longues. Mais il faut dire que avec tous les produits qui ont été utilisés, vaccins, non-vaccins, médicaments, pourquoi on met autant de temps pour autoriser un produit à rentrer sur le marché? La raison est simple, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour recruter des malades. Parfois, il faut un certain temps. Et généralement, le nombre de sujets qui sont inclus dans l'étude, c'est quelques dizaines, rarement quelques milliers. Et aujourd'hui, la pandémie fait que les candidats ne s'évaluent ni par dizaines, ni par milliers, c'est par millions. Aujourd'hui, on a une année de recul depuis le début de la campagne de vaccination. Ce qui est certain, c'est que les vaccins, d'une manière générale, qui ont été utilisés, ne sont pas
pourvoyeur d'effets secondaires majeurs dans le court et dans le moyen terme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut actuellement affirmer. Si on parle des vaccins qui sont utilisés en Algérie, il y a le vaccin chinois et le vaccin russe, ils sont basés sur des techniques traditionnelles, particulièrement le virus chinois. Alors, on ne se pose pas beaucoup de questions quand on emmène ses enfants pour se faire vacciner, son enfant pour se faire vacciner, et on va se poser la question quand on va se faire vacciner soi-même. Et pourtant, c'est le même procédé technologique. Je ne vois pas quelle est la garantie supplémentaire qu'on a quand on va vacciner son enfant, quand on va se faire vacciner soi-même. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a un recul, pas très important, mais sur un échantillon extrêmement important qui se chiffre par millions. Mais les gens vont poser la question, est-ce que je suis totalement protégé? Je vais encore dire que... Et là, il y a une étude chilienne, je pense, qui a évalué récemment le vaccin Sinopharm. Le taux de protection se situe autour de 80%. Ça veut dire qu'on a 20% de chance d'attraper l'infection. Mais c'est quand même 80% de chance d'être protégé. Donc à partir de là, il n'y a pas de garantie absolue. Quand vous prenez le véhicule, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y aura pas de problème. Quand vous prenez l'avion, idem. Quand vous prenez des crevettes, ça peut parfois provoquer des allergies graves. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de garantie absolue. Il y a une stratégie basée sur une tendance et aujourd'hui, il faut parler de lutte contre l'infection Covid, mais aussi de sortie de crise. Il faut aussi se rester concentré sur le fait que le vaccin permet de prévenir les formes graves de l'infection. Alors, quel est le design qui va se dessiner avec un vaccin qui marche? C'est que, avec un enchaînement très logique, c'est désaturer les services de réanimation, désengorger les hôpitaux et supprimer cette ambiance stressante qui règne autour, qui est provoquée par la Covid-19. Aujourd'hui, c'est cette hyperactivité impressionnante du virus qui a fait que tout le monde s'y intéresse, mais la maladie contagieuse a toujours été là. Et donc, si jamais c'est en fait ça, cohabiter avec le virus. C'est diminuer de son caractère et de son côté spectaculaire. Si on arrive à mener une bonne campagne de vaccination, à combiner l'immunité naturelle déjà acquise, parce qu'il faut dire que nous allons vacciner après 3 vagues, après 3 vagues de la pandémie, et finalement, il y a 18 mois de l'évolution de la pandémie. Il y en a qui ont commencé à vacciner bien avant nous. Ils ont déjà commencé dès le début de la deuxième vague. Donc il y a toute une situation épidémiologique qui prévaut en Algérie qui est un peu différente. Et donc le moment de vaccination est un peu différent pour des raisons que tout le monde connaît, de disponibilité, de logistique, et l'ensemble des problèmes logistiques qui entourent la mise sur le marché de tout nouveaux produits. Donc en fait, la vaccination va permettre de cohabiter avec le virus. C'est ça la vraie cohabitation. C'est le rendre moins dangereux et moins virulent, et donc éventuellement, on le rend moins dangereux, pas uniquement sur le plan sanitaire, sur le plan de la vie sociale, de la vie économique et aussi de la vie sanitaire. Alors il y a 2 possibilités. Soit on a suffisamment de vaccins, et à ce moment-là, vacciner les sujets qui ont déjà été malades ne pose pas de problème, ça va s'apparenter tout simplement à un rappel. Mais si on juge qu'on n'a pas suffisamment de vaccins, à mon sens, il faudra cibler les sujets qui n'ont pas été malades et ou avec une sérologie qui est négative. Ça veut dire qu'ils ne sont pas immunisés. C'est en ciblant cette population qu'on va additionner l'immunité naturelle acquise par la nature et l'immunité acquise par la vaccination pour raccourcir le plus vite possible la durée de la vaccination. Alors comment on va identifier ces sujets qui n'ont pas été malades, et bien c'est à travers la sérologie et aussi à travers l'interrogatoire, puisque c'est vrai que les anticorps peuvent disparaître. Mais s'il y a eu une PCR positive, s'il y a eu une hospitalisation, tout ça, ce sont des arguments pour le diagnostic positif de l'infection. Et je pense que si on a suffisamment de vaccins, oui, pourquoi ne pas vacciner tout le monde? Si on pense que la maladie ira plus vite que la campagne vaccinale, à mon avis, il faudra cibler les sujets qui n'ont pas été malades, et c'est comme ça qu'on pourra, à mon avis, raccourcir la durée de la pandémie. Alors la sortie de crise,
il y a certainement des inconnus non maîtrisables. C'est un peu comme la pluie, la température, la neige, on ne sait pas quand ça vient et quand est-ce que ça part. Ça, c'est le côté non maîtrisable de l'équation. C'est un peu ça une pandémie. Quand vous prenez la grippe espagnole, elle a duré de 1917 à 1919 et elle est repartie son lendemain. Et c'est tout ce qu'on espère pour l'infection Covid-19. Maintenant, on vient d'en parler. Il y a une seule manière, c'est l'immunité naturelle. Toute la stratégie basée sur les soins, les mesures barrières, tout ça, c'est une stratégie qui vise à canaliser la pandémie et non pas endiguer la pandémie. On le voit bien. Ça fait 18 mois qu'on tente de passer par là et ça ne passe pas. C'est à travers l'immunisation collective, tous mécanismes confondus, que les gens sont en train de sortir de la crise avec reprise de la vie économique, de la vie sociale et aussi d'une activité sanitaire, je dirais, subnormale. Donc c'est par là que il y a des inconnus non maîtrisables. C'est un peu, c'est notre environnement. On ne connaît pas tout ce qui se passe dans l'environnement. Hein. On ne peut pas tout savoir, hein, c'est tout. Et puis des choses qui sont à notre portée, qui obéissent encore une fois, aux vérités scientifiques, même s'il n'y a pas de vérité scientifique absolue. Hein, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous contredire. Mais la sortie de crise passe par une analyse d'un certain nombre de tendances globales, c'est-à-dire liées dont on a parlé tout à l'heure, le risque de réinfection, qu'est-ce qu'on gagne avec la vaccination, qu'est-ce que l'immunité collective, et un certain nombre d'indicateurs dont l'état d'immunisation collective actuel de la population. C'est en rassemblant l'ensemble de ces critères-là et de ces indicateurs-là qu'on pourra envisager une sortie de crise.